C'est une toxicomane. C'est une voleuse. Elle a falsifié la signature de ma mère pour voler ma famille et j'ai les résultats d'analyse pour le prouver. La voix de mon frère aîné a déchiré l'atmosphère feutrée de la salle de conférence comme un coup de marteau dans du verre. Il a claqué un dossier manille sur la table en acajou, son alliance raclant le bois et y laissant une minuscule rayure pâle que j'ai remarquée même de l'autre bout de la pièce. Lisa. Analyse toxicologique, il y a 3 semaines. Fentanyl, méthamphétamine, benzodiazépine. La femme assise à cette table n'est pas ma sœur, plus maintenant. C'est une étrangère avec un passé trouble, et elle ne mérite pas un seul centime de l'héritage de maman. Je restai immobile sur ma chaise, les mains jointes sur les genoux, le revers de ma manche gauche appuyé contre le cadran de ma montre. Je la consultai sans bouger la tête. 9h47, pile à l'heure. L'avocat de la succession, un homme mince à l'alliance usée, me regarda par-dessus ses lunettes, et je le compris alors. Un léger tressaillement au coin de ses lèvres. Non pas de l'amusement, de la reconnaissance. Il se pencha légèrement en avant et posa à l'assemblée une question qui n'en ressemblait pas vraiment. « Monsieur, vous ne savez vraiment pas qui elle est, n'est-ce pas ?» L'avocat de mon frère, un homme élégant dans un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, se figea. Il feuilletait le 2e dossier que l'assistante juridique venait de lui tendre et son visage se décomposa comme l'eau s'écoule d'un verre brisé, lentement, puis d'un seul coup. Avant de vous raconter la suite, voici les mots qui firent que mon frère resta bouche bée. Un trou béant dans son visage, faites-moi une faveur. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir qui est avec moi pendant tout ce temps. La salle de conférence au 42e étage de l'immeuble Alverston sentait le cirage au citron et le café cher. Le genre d'endroit où l'on prend des décisions sur la vie des autres et où personne n'élève la voix. Du moins, jusqu'à ce matin-là. Je n'ai pas regardé mon frère. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un tressaillement. Un œil humide ou la lèvre inférieure tremblante qu'il poursuivait depuis notre enfance. Au lieu de cela, j'ai regardé la façon dont le soleil matinal illuminait le pichet en argent sur le buffet et j'ai laissé mon esprit vagabonder un instant vers le dernier Thanksgiving que j'avais passé chez notre mère. J'apportais la saucière à table. Il était déjà assis à la place d'honneur, là où papa avait l'habitude de s'asseoir pour découper la dinde avec cette précision théâtrale qu'il avait apprise pendant son internat en chirurgie. Ma belle-sœur avait. Elle avait ri trop fort à une de ses blagues, comme toujours, et il avait levé les yeux vers moi tandis que je posais la sauce. « Toujours dans ton petit truc de tech », avait-il dit. Pas méchant. Pire que méchant, indulgent. Comme on parle à un enfant qui nous montre un dessin. C'est mignon que tu continues, ma sœur. La plupart des gens auraient déjà abandonné. J'avais souri. J'avais dit un truc du genre, saper les factures, et j'avais repris ma place. Ce qu'il ignorait, ce que personne à cette table ne savait, c'est que ce petit truc de tech avait rapporté 11 millions de dollars. Les revenus du trimestre précédent et le contrat fédéral que j'avais signé 2 jours auparavant allaient changer la donne. Il aperçut sa jeune sœur, incapable de garder un mari, qui vivait dans ce qu'il supposait être un 2 pièces en location, de l'autre côté de la rivière. Je vis une femme qui, ces 4 dernières années, avait discrètement racheté les maisons de la rue où se trouvait le cabinet de chirurgie de son frère. « Elle ne va pas bien », répéta mon frère, plus fort cette fois, en me tirant à nouveau dans la pièce. Il arpentait la pièce comme il le fait devant ses résidents lorsqu'il est sur le point de faire pleurer quelqu'un. Elle a refusé une visite de la famille il y a 3 mois. Elle a refusé la médiation. Elle éloigne sa mère de ses petits-enfants depuis des années, et voilà que ça recommence. Il poignarda de nouveau le dossier. Un rapport toxicologique obtenu légalement, avec une chaîne de possession, prouvant qu'elle est toxicomane et qu'on ne peut en aucun cas lui faire confiance pour gérer le patrimoine laissé par notre mère. J'ai ajusté le poignet de ma manche gauche. Laissez-le parler. Laissez-le construire l'échafaud. Ce que mon frère n'a jamais compris du silence, c'est qu'il n'était pas synonyme de reddition. C'était une corde. Le rapport toxicologique était authentique. J'en avais vu une copie il y a 2 semaines, le lendemain matin de son dépôt au tribunal des successions. Ce qu'il ignorait, c'est que le laboratoire où il l'avait obtenu,
une clinique de santé au travail privée située dans un centre commercial près de la route 9, effectuait des analyses non accréditées depuis près de 10 ans. Je le savais car VSP Diagnostic Holdings avait racheté le laboratoire. J'avais racheté leur société mère 18 mois plus tôt, principalement pour l'immobilier, mais j'avais maintenu la clinique en activité car sa fermeture aurait déclenché un conflit social que je n'avais pas la patience d'affronter. VSP Diagnostic Holdings m'appartient. La clinique qui a traité les résultats d'analyse de mon frère était la mienne. Le technicien qui l'avait payé en liquide pour falsifier les résultats avait été discrètement suspendu 4 jours auparavant, après que mon responsable de la conformité eut signalé l'irrégularité. Il n'était au courant de rien pour l'instant. J'allais le laisser découvrir la vérité. C'est ainsi que j'ai découvert tous les secrets douloureux de notre famille. Lentement, en public, sans le moindre avertissement. Ma sœur n'a pas travaillé depuis plus de 10 ans, poursuivit mon frère en me désignant du doigt sans me regarder. Elle vit de revenus de freelance pour une entreprise de conseil en ligne dont, franchement, aucun de nous n'a jamais pu vérifier l'existence. Elle conduit une Subaru d'occasion. Elle porte le même blazer à chaque réunion de famille. Elle a refusé d'assister au brunch d'anniversaire de sa mère il y a 3 ans. Une rangée. Est-ce que ça ressemble à une personne stable et saine d'esprit, à votre avis? Je me suis permis de regarder le blazer. Il avait raison. C'était le même. Je l'avais acheté dans un magasin d'usine en Pennsylvanie il y a 6 ans parce qu'il me fallait quelque chose qui ne se froisse pas en avion, et je n'avais jamais pris la peine d'en acheter un autre, car personne d'intéressant ne m'avait jamais demandé mon avis sur mes vêtements. La Subaru est bien réelle, elle aussi. Elle avait 225 000 km au compteur et une tache de café sur le siège conducteur, souvenir d'un virage pris un peu trop vite. En route pour une réunion du conseil d'administration à Stanford. J'aurais pu acheter une voiture différente chaque mardi. Je préférais simplement la Subaru. Elle démarrait par temps froid et personne ne l'a jamais suivie jusqu'à la maison. L'avocat de la succession s'éclaircit la gorge. Il avait un visage bienveillant. Le genre de visage qui avait probablement vu beaucoup de familles se livrer exactement à ce genre de situation autour de cette même table. « Docteur, dit-il doucement à mon frère, avant de continuer, je dois vous informer que les documents que vous avez soumis ont été examinés par mon cabinet et qu'il y a des questions de provenance devront être résolues avant que je puisse les intégrer à la procédure. » La provenance? Mon frère renifla. Il se tourna vers son avocat, toujours très pâle, les yeux rivés sur le contenu du deuxième dossier. « Maître, expliquez-lui. Nous avons la chaîne de possession. Nous avons la signature du directeur du laboratoire. Nous avons tout. La seule question est de savoir si ma sœur a bien utilisé les économies de toute une vie de notre mère. » Son avocat ne répondit pas. Il lisait. J'ai laissé mon regard se perdre par la fenêtre. Dehors, la ville s'éveillait lentement. Le verre et l'acier captaient la lumière. 1000 vies faisaient comme si l'air entre elles n'était pas saturé d'électricité statique. J'ai laissé mes pensées vagabonder à nouveau, car le moment présent, bien qu'agréable, n'était pas encore mûr. J'avais besoin de me souvenir de ce mardi précis, il y a 2 ans et demi, où tout a commencé. Le mardi où mon frère a décidé que j'étais un problème qu'il pouvait résoudre. Il pleuvait. Je m'en souviens parce que le livreur a dû sonner 3 fois avant que je l'entende. Il s'est approché de lui au-dessus du lave-vaisselle. Il m'a tendu une épaisse enveloppe d'un cabinet d'avocats inconnus, contenant une notification d'intention de demander une tutelle d'urgence. Mon frère avait déposé une déclaration sous serment affirmant que j'étais devenu injoignable, que je ne répondais plus aux appels de la famille, que j'avais liquidé des biens de manière suspecte et qu'il avait des raisons de croire que j'étais exploité financièrement par une tierce personne inconnue. Cette tierce personne était présentée comme un partenaire sentimental. Il n'y avait pas de partenaire sentimental. Il y avait un fonds d'investissement de série A. J'étais très occupé ce trimestre-là. L'attestation a été signée par lui et notariée par sa secrétaire. Elle comprenait une lettre d'un de ses collègues de l'hôpital, un ami de la faculté de médecine, qui affirmait m'avoir observé lors d'une réunion de famille, présentant un déclin cognitif important et des signes possibles de toxicomanie.
Il s'agissait de la fête du 70e anniversaire de ma mère. J'y avais bu 2 verres de vin et était parti tôt car j'avais un vol pour Washington le lendemain matin à 6 heures. Je n'ai pas appelé mon frère ce jour-là. Je n'ai appelé personne de la famille. J'ai appelé mon conseiller juridique, puis mon directeur financier, et ensuite je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai noté sur un bloc-notes jaune tous les liens financiers de mon frère avec le monde entier. Son prêt immobilier, le bail commercial de son cabinet, le prêt auto de sa femme. La ligne de crédit qu'il avait contractée pour rénover la maison au bord du lac, le prêt relais qu'il avait utilisé pour racheter les parts de son associé initial 3 ans auparavant. Ce prêt relais avait été discrètement refinancé par une société nommée Rochelle. Brookhaven Surgical Capital. Brookhaven Surgical Capital, c'était moi. J'ai racheté le prêteur initial en difficulté en 2022 pour 30 centimes de sa valeur, et j'avais conservé les titres car je pensais déjà à l'époque qu'ils pourraient un jour servir. Je me souviens avoir posé le stylo et m'être senti, pour la première fois de ma vie d'adulte, complètement calme, ni en colère, ni blessé, juste calme. Ma mère est décédée 8 mois plus tard. Un problème cardiaque, a dit le médecin. Pourtant, la cardiologue qui l'a soignée, une femme discrète nommée Dr Holloway, m'a confié en privé que il y avait eu d'autres facteurs. Le stress, un schéma de ce qu'elle décrivait comme un conflit interpersonnel persistant au sein du foyer. Ma mère avait emménagé dans la dépendance de mon frère l'année précédente parce qu'il avait dit à tout le monde qu'elle ne pouvait plus se débrouiller seule. Elle s'en sortait très bien. Elle se sentait simplement seule. Il l'avait convaincue que j'étais trop instable pour l'accueillir, et elle l'avait cru, en partie parce qu'il était médecin et en partie parce que, à ce moment-là, j'avais cessé d'essayer de rétablir la vérité. J'étais occupée à construire la version de ma vie qui, un jour, se retrouverait face à lui, de l'autre côté de cette table de conférence. La lecture du testament a surpris tout le monde, sauf moi. Ma mère avait divisé son patrimoine en 3 parts, une pour mon frère, une pour moi, et une troisième, la plus importante, placée dans une fiducie discrétionnaire administrée par un seul fiduciaire. Ce fiduciaire, ma mère l'avait désigné dans un codicille manuscrit daté de 4 mois avant son décès, c'était moi. Ce codicille, c'était le document que mon frère tentait justement de faire annuler. Pourquoi étions-nous dans la salle de conférence? Il avait déposé une requête pour me destituer de mes fonctions d'administrateur pour cause d'incapacité mentale, de toxicomanie et d'éloignement manifeste des valeurs familiales. Le rapport toxicologique constituait la pièce à conviction A. Le témoignage de son ami de la faculté de médecine était la pièce à conviction B. La pièce à conviction C était une impression d'une publication Instagram d'une personne qu'il croyait être moi, concernant un festival de musique au Nevada en 2019. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas de compte Instagram. Le nom d'utilisateur contenait 2 tirets bas que le mien n'aurait pas inclus. J'aurais aimé en avoir un. Il ignorait tout ce que je savais. Il ignorait que la fonction d'administrateur comportait une clause discrétionnaire me permettant, à ma seule discrétion, de révoquer les distributions à tout bénéficiaire que je jugeais avoir agi de mauvaise foi envers la succession. Il ignorait que le dépôt d'un rapport toxicologique frauduleux constituait un acte de mauvaise foi selon les lois de notre État. Il ignorait que son avocat, assis à côté de lui, transpirant à grosses gouttes, venait de découvrir. Le deuxième dossier contenait une déclaration notariée de la technicienne de laboratoire, une mère célibataire nommée Carmen, qui avait accepté 3 jours auparavant de témoigner avoir été payée 800 $ en espèces pour falsifier le panel. Il ignorait que Carmen avait elle-même été payée 800 $ par mon équipe de conformité, cette fois-ci légalement, pour qu'elle se manifeste volontairement. Il n'en savait rien. Il continuait à arpenter la pièce. Monsieur Alverston, dit l'avocat de la succession, s'adressant à mon frère par son nom de famille, c'est-à-dire notre. Je vais vous demander de vous asseoir. Je ne m'assiérai pas. Je défends l'héritage de notre mère. Asseyez-vous, monsieur. La voix était celle de l'avocat, mais elle était désormais empreinte de fermeté. Mon frère s'assit. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui donne des ordres. On pouvait le voir à la façon dont ses épaules se tendaient contre le dossier de la chaise. Votre avocat, poursuivit-il en faisant glisser une feuille de papier sur la table, vient de recevoir un avis de retrait du laboratoire qui a produit votre pièce à conviction A.
Le laboratoire annule le rapport toxicologique pour vice de procédure. Le technicien responsable a fourni au tribunal une déclaration sous serment, déposée ce matin, indiquant que l'échantillon n'a jamais été correctement analysé et que le résultat a été obtenu sous la contrainte. C'est un mensonge. La voix de mon frère s'était brisée. C'est de la diffamation. Je vais la traîner en justice. Cette femme, dis-je doucement, c'était la première fois que je prenais la parole dans la pièce, possède la preuve du virement de ton compte Wells Fargo personnel à l'application Cash App de son copain. 800 $ avec la mention « Merci pour l'aide ». Tu as utilisé ta propre carte de débit, grand frère. Un silence de mort s'installa. Il se tourna vers moi et, pendant une seconde, une seule, je revis le garçon qu'il était quand nous étions petits. Le garçon qui m'avait sorti du grand bain quand j'avais 6 ans, avant de me considérer comme une rivale plutôt que comme une sœur. Puis son visage se durcit et le garçon disparut. Tu crois que ça change quelque chose? Tu crois qu'un technicien de labo corrompu va m'empêcher de protéger l'héritage de notre mère contre une personne qui a manifestement perdu la tête? Tu parles de virements et de sociétés écrans comme si tu étais une grande dirigeante. Tu vends des logiciels, ma sœur. Tu crées des applications. Tu portes le même blazer à chaque réunion de famille et tu n'arrives même pas à garder un homme plus d'un week-end. Tu n'as pas le droit de rester assise ici à faire semblant de comprendre quoi que ce soit. Je le laissai finir. J'attendis un instant. Je me suis alors levée. J'ai contourné la table de conférence, mes talons résonnant doucement sur la moquette, et je me suis arrêtée près du buffet pour bien voir mon frère et son avocat. Ce dernier transpirait à grosses gouttes. Il avait, je crois, deviné exactement ce qui allait se produire. C'était un bon avocat, et un avocat prudent, et j'ai éprouvé une petite lueur de sympathie inattendue à son égard. Vous avez raison, je vends des logiciels, ai-je dit. Le silence s'est installé dans la pièce. L'avocat de la succession avait replié ses dossiers. J'ai lancé Vespé dans un 2 pièces à Jersey City il y a 11 ans. On s'occupe d'infrastructures de conformité clinique, principalement pour des systèmes hospitaliers, et un peu pour le gouvernement fédéral. C'est ennuyeux. Personne n'en parle en soirée. Tu n'aurais jamais entendu parler de nous-mêmes si tu avais posé la question, ce qui n'est pas le cas. Mon frère ouvrit la bouche. Je levai la main. Il la referma. En 2022, nous avons acquis une petite société holding appelée Brookhaven Surgical Capital. On l'a surtout achetée pour l'immobilier. Des effets de commerce l'accompagnaient. L'un des documents comptables concernait un prêt relais refinancé, accordé à un cabinet de chirurgie privé de notre État. Ce cabinet était le vôtre. J'observai son visage. Il y eut un délai, comme une communication par satellite. 3 secondes, 4, puis la communication se fit entendre. « Ce n'est pas possible, dit-il. Mon prêt est détenu par un consortium de prêts aux établissements de santé basé à Charlotte. Ce consortium est une filiale à 100% d'une société holding elle-même détenue à 100% par Vespé. Vous avez été. Tu me rembourses ton prêt depuis presque 3 ans, grand frère. Tu n'as tout simplement pas lu la page de garde de l'avis de cession que nous t'avons envoyée en 2023. Ton assistante l'a classé dans la catégorie « Dépenses bancaires diverses ». J'ai vérifié. Son avocat laissa échapper un petit bruit, comme un pneu qui se dégonfle. La maison au bord du lac, poursuivis-je, car je n'étais pas allé aussi loin pour m'arrêter maintenant, a été rénovée grâce à un prêt hypothécaire auprès du même prêteur. Ce prêt est détenu par une autre de mes filiales, mais il m'appartient toujours. La voiture de ta femme est louée par l'intermédiaire de votre cabinet. Votre cabinet est garanti par le prêt relais que je viens de mentionner. La clinique qui a établi votre rapport toxicologique est une filiale opérationnelle détenue à 100% par Vespé Diagnostic Holdings, c'est-à-dire par moi. Le collègue qui a signé l'attestation il y a 2 ans et demi, celui de la faculté de médecine, a perdu son droit d'exercer à l'hôpital ce matin même, dans l'attente d'une enquête interne sur l'attestation qu'il a signée sous peine de parjure. Cette enquête a été déclenchée par plainte déposée par mon équipe juridique la semaine dernière. Je fis une pause. Je n'y prenais aucun plaisir. J'avais pourtant cru le contraire.
Je m'y étais préparé pendant des années. Mais là, à regarder l'homme qui m'avait jadis porté sur ses épaules à la foire du comté devenir blanc comme un linge, je ne ressentis qu'une froideur implacable. Ce n'était pas de la joie. C'était une corvée. Vous avez demandé ma mise sous tutelle d'urgence en octobre 2023, dis-je. Mardi. Il pleuvait. Je venais de signer une levée de fonds de série B. Ma société était valorisée à 340 millions de dollars cette semaine-là. Vous vouliez que le tribunal me déclare inapte pour que vous puissiez gérer mes biens. Je me suis toujours demandé, grand frère, ce que vous auriez fait si vous en aviez réellement pris le contrôle. Je pense que le jour où vous auriez ouvert ce dossier aurait été le plus embarrassant de votre vie. Son avocat se leva. C'était un homme petit, au visage soucieux. Docteur, dit-il, je dois sortir avec vous immédiatement. Asseyez-vous, maître, dis-je sans le regarder. Je n'ai pas terminé. Il s'assit. Il s'assit. Il s'assit. Parce qu'il avait enfin compris qui j'étais. Et il avait compris que la seule issue à cette situation passait par moi. Tu as fourni un faux rapport toxicologique, ai-je dit à mon frère. Ce seul motif suffit pour que le tribunal te déshérite en vertu de la clause de mauvaise foi que notre mère a incluse dans l'acte de fiducie. Je suis l'administrateur. J'ai le pouvoir discrétionnaire exclusif sur ta distribution. Dès maintenant, j'exerce ce pouvoir. Tu ne recevras rien de la succession de maman, pas un sou. Ni l'argenterie. Ni le lac. La maison, qu'elle a léguée à la fiducie, pas à vous personnellement. Vous ne pouvez pas faire ça. Moi, si. Je viens de le faire. L'avocat chargé de la succession déposera les documents avant la fin de la journée. L'avocat hocha la tête une fois. Il semblait, je dois dire, légèrement soulagé. Je crois qu'il attendait que quelqu'un le dise à voix haute. Quant aux prêts, poursuivis-je, je les réclame. Tous, à compter d'aujourd'hui. Votre prêt relais comporte une clause de défaut de paiement, que j'ai ajoutée lors de sa restructuration en 2023. Tout document matériellement faux concernant une partie liée au détenteur du billet, c'est-à-dire moi, entraîne l'exigibilité immédiate du remboursement anticipé. Votre cabinet dispose de 30 jours pour rembourser le capital. Votre ligne de crédit hypothécaire est soumise à la même clause, 60 jours. Le véhicule loué de votre épouse revient au bailleur, c'est-à-dire moi. Le bail commercial de votre cabinet, soit dit en passant, se situe dans un immeuble que j'ai acquis en 2021. Je suis votre propriétaire depuis près de 4 ans. Vous vous êtes plaint du stationnement lors du dîner de Pâques 2022. Vous avez qualifié le propriétaire de radin et impersonnel. La société. J'ai laissé tomber. Je ne laisserai plus tomber. Votre bail n'est pas renouvelé. Il s'était tu. Il fixait la table, la petite éraflure pâle que son alliance avait laissée sur le bois, et ses épaules se mirent à trembler, chose que je ne leur avais jamais vue. Non, dis-je d'une voix plus basse. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça ici. C'est vous qui avez tout fait. Son avocat prit la parole. J'ai repris ma voix très doucement. Madame, si je peux me permettre, mon client a une femme et 2 enfants. Vous êtes sur le point de mettre une famille à la rue. Je l'ai regardé. Je l'ai longuement regardé, car je réfléchissais à cette question depuis près de 3 ans et je voulais lui donner une réponse sincère. Ma belle-sœur, ai-je dit, était au courant de la demande de tutelle. Elle l'a aidé à rédiger l'attestation. Elle a également donné son accord pour l'analyse toxicologique il y a 2 mois. J'ai conservé ses SMS. Les enfants, âgés de 7 et 4 ans, n'ont rien à craindre. Leur mère est titulaire d'une maîtrise et possède un fonds fiduciaire hérité de sa famille. Ils déménageront dans une maison plus petite et changeront d'école. Ils apprendront, un jour, que leur père a tenté de faire déclarer une sœur incapable mentalement pour pouvoir lui voler son argent, et ils se feront leur propre opinion sur sa véritable nature. Je ne mets pas une famille à la rue. Je mets fin à une escroquerie. La famille est la responsabilité de mon frère. Il aurait dû penser à eux avant de falsifier un document. Un document médical à mon nom. Personne ne dit un mot. Je retournai à ma chaise. Je ne m'assis pas.
Je pris mon sac, glissai mon téléphone dans la poche latérale et vérifiai l'heure une dernière fois. 10h14. L'opération avait duré moins d'une demi-heure. 3 ans de préparation et 27 minutes d'exécution, un ratio qui me paraissait déjà indécent à l'époque. Je jetai un dernier regard à mon frère. Il fixait toujours l'égratignure sur le. Il n'avait pas levé la tête. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, dis-je, pour tout ce que tu as fait quand nous étions enfants, pour les choses que tu m'as dites aux funérailles de maman, pour tout. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas une vengeance. La vengeance aurait été de te laisser garder les prêts et de te regarder sombrer pendant les 10 prochaines années. Ceci est une mesure de clémence. C'est rapide. Prends les 30 jours. Trouve un repreneur pour le cabinet. Dis la vérité à ta femme. Dis-le à tes enfants en l'édulcorant. Et surtout, ne me contacte pas. Encore une fois. La prochaine fois que nous nous parlerons, ce sera au tribunal, et je ne serai pas l'accusé. Je suis sorti de la salle de conférence. L'avocat chargé de la succession m'a suivi dans le couloir et m'a remercié discrètement pour mon professionnalisme. Je lui ai dit d'envoyer les documents par coursier, et non par courriel, car je ne voulais rien qui puisse être capturé d'écran. Il a acquiescé. Il avait compris. Dans l'ascenseur, j'ai appuyé mon front contre le panneau en laiton froid et j'ai laissé, pour la première fois, prendre pleinement conscience de ce que je venais de faire. Je n'avais pas envie de gagner. C'était comme poser une valise que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié la fatigue de mes bras. Ce soir-là, j'ai conduit ma Subaru jusqu'à chez moi, coincé dans les embouteillages, j'ai enlevé mon blazer, je l'ai accroché au dossier d'une chaise et je me suis préparé un sandwich. Mon téléphone a sonné 2 fois. À chaque fois, c'était le numéro de ma mère, qui était hors service depuis 14 mois, mais que la femme de mon frère avait apparemment réactivé pour l'occasion. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Je n'ai pas écouté la suite. J'ai supprimé les messages, puis le contact, comme j'avais supprimé celui de mon frère 2 ans auparavant. Pas bloquer, supprimer. Bloquer, c'est maintenir une relation. Supprimer, c'est rompre le lien. Assise à ma table de cuisine, je regardais les lumières s'allumer de l'autre côté de la rivière et je repensais au garçon qui m'avait sorti du grand bassin quand j'avais 6 ans. J'ai longtemps pensé à lui. Puis j'ai pensé à l'homme qu'il était devenu, et à ce qu'il avait été capable de faire à une sœur qu'il considérait comme une rivale. Je l'ai laissé partir, lui aussi. Je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré pour lui, il y a longtemps, des mardis différents, seul dans différentes cuisines. On me demande parfois quelle est la leçon à tirer, s'il faut se défendre, s'il faut pardonner, si la famille est la famille quoi qu'il arrive. Je réponds ceci, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour quelqu'un qui vous a décidé faible, c'est de le laisser le croire, jusqu'au jour où cela ne vous sera plus utile. Alors, levez-vous et parlez. Et puis tu rentres chez toi, tu te fais un sandwich et tu n'y repenses pas. La maison au bord du lac a été vendue 3 mois plus tard. Le cabinet a fermé 6 mois plus tard. Je n'ai jamais demandé à mon frère ce qu'il était devenu. Je n'ai pas entendu sa voix depuis plus d'1 an. Un mardi, un jour que j'ignore, il est probablement en train de raconter à quelqu'un une version de cette histoire où il est la victime. Tant mieux. Il peut garder son histoire. Moi, j'ai toute la vie devant moi. On me demande sans cesse si je regrette. On voudrait que je dise oui, comme il se doit. Dans des histoires comme celle-ci, la façon dont la femme est censée se retourner, voir son frère trembler et sentir un léger soulagement l'envahir. Je ne mens plus par politesse, alors je leur dis la vérité. Je ne regrette pas une seule minute de cette matinée dans la salle de conférence au 42e étage. Ce que je regrette, ce sont les années précédentes, les mardis passés à essayer d'expliquer ma vie à des gens qui avaient déjà une idée préconçue de qui j'étais. Les dîners de fête que j'ai endurés en souriant. Pendant que Wesley se moquait de moi et que notre mère regardait son assiette, la première demande de tutelle, celle que j'ai failli ne pas contester car une petite voix apeurée en moi croyait encore que si j'étais assez sage et discrète, mon frère finirait par me voir. Il ne me verrait pas. Il avait décidé de ne plus me voir depuis longtemps, et rien n'y changerait, même en me faisant toute petite. Ce que personne ne vous dit quand on est sous-estimé, c'est que c'est un cadeau, mais seulement si on cesse d'espérer que ça prenne fin.
Tant que j'attendais que Wesley remarque qui j'étais devenue, je vivais encore dans son image de moi. Le jour où j'ai cessé d'attendre, j'ai commencé à construire. Vespé n'a pas été construite par soif de victoire. Elle a été construite par désir de liberté, et la liberté, dans le monde où nous vivons, a un prix, de l'argent, de la patience et la volonté de se taire longtemps, même si les autres vous interprètent mal. Je réfléchis beaucoup à la relation de cause à effet maintenant. Wesley a déposé sa première requête en octobre 2023, persuadé qu'il n'y aurait aucune conséquence. Il s'est trompé, mais il lui a fallu 3 ans pour en subir les conséquences. C'est souvent comme ça que ça se passe. L'addition n'arrive pas le soir même où l'on commande. Elle arrive plus tard, quand on a oublié ce qu'on a mangé, et à ce moment-là, les intérêts ont tellement augmenté qu'on ne peut plus payer. Wesley commandait régulièrement depuis longtemps. Il n'avait simplement jamais imaginé que quelqu'un s'occupait de la note. Si je devais donner un conseil à ceux qui regardent cette vidéo, tirez les leçons de mon histoire, construisez discrètement. Pardonnez tôt, mais pardonnez-vous pour vous-même, pas pour les autres. Conservez des traces écrites. Dites la vérité, même si cela vous coûte cher, et répétez-la si cela vous coûte encore plus cher. Ne confondez pas le silence avec de la faiblesse, chez vous ou chez autrui. La personne la plus discrète est parfois celle qui a le plan en main et la patience d'attendre le bon moment. Cette patience n'est pas de l'amertume, c'est de la discipline. Il y a une différence, et j'ai dû l'apprendre à mes dépens. J'ai pardonné à Wesley. Seul sur le sol de ma cuisine en 2023, avec un bol de soupe froide, je n'ai plus jamais eu à lui pardonner depuis. C'est ça, le vrai pardon, que personne ne comprend. Quand on pardonne vraiment, une seule fois suffit.